Bien, allez, on va y aller. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a de grosses bagarres au niveau des vaccins. Vous avez peut-être entendu le professeur Joyeux, qui est un prof de médecine en retraite, parce que sinon il n'oserait pas bouger. La plupart des profs de médecine qui osent hurler, comme le professeur Eben, par exemple, sur la corruption qui touche le système médical, ben, il ose hurler parce qu'il est à la retraite. Sinon, le système saurait le faire taire. Donc, le professeur Joyeux, alors lui, il n'est pas vraiment contre les vaccinations. Moi, vous sentirez très vite que je ne suis pas tout à fait pour, parce qu'à mon avis, ça ne tient pas debout. Beaucoup trop de travaux scientifiques démontrent que ça ne tient pas debout. Mais par contre, le système y tient. Alors, le professeur Joyeux, il se bat pour que le fameux DT polio, diphtérie, tétanos, polio, les trois seuls qui sont obligatoires, eh bien, on ne les trouve plus. Parce que l'industrie estime qu'ils sont en rupture de stock, enfin, ils inventent des bêtises. Et alors, ils disent, mais on en a un autre, un hexavalent, où il y en a 6. Il y a les 3 en question, et puis vous profitez de 3 autres. Et puis, c'est évidemment aussi 3 à 4 fois plus cher. Et donc, ces fameux 3 autres dont vous pouvez profiter, il y a l'hépatite B, qui est une horreur. Il y a eu beaucoup d'accidents. Sauf en France, évidemment. Le système français dit, eh ben non, il n'y a pas de corrélation entre la vaccination et les accidents. En France, tout est bien. Par contre, aux États-Unis, quand on regarde un petit peu les travaux aux États-Unis, là-bas, ils sont un peu plus sérieux. Ils ont inventé un système qui oblige les médecins à indiquer s'il y a eu des accidents après vaccination. En France, ça n'existe pas. On essaie de dire aux médecins, essayez de trouver qu'il y a eu une coïncidence avec quelque chose pour qu'on ne le mette pas dans les statistiques des accidents après vaccination. Enfin, c'est une horreur. Bien, donc je rappelle que je m'intéresse au vaccin depuis l'accident après BCG de mon fils en 1973. Et j'ai trouvé notamment une association qui existe encore d'ailleurs, l'Association pour la liberté des vaccinations. Donc moi je me bats depuis 40 ans pour la liberté des vaccinations. Si vous y croyez, vous y allez. Mais si vous n'y croyez pas, eh bien qu'on vous fiche la paix. Et puis c'est pas parce que vous ne vous vaccinez pas que vous allez être dangereux pour les autres. Ça a été démontré. Ça n'est pas vrai du tout. Bref, le professeur Joyeux se bat pour que ce fameux DT polio réapparaisse, sans aluminium, parce qu'il y a des adjuvants qui sont horriblement dangereux, et il se trouve qu'il faut mettre des adjuvants pour que le système immunitaire réagisse vigoureusement, et qu'il fasse, d'après ce qu'ils disent, plus d'anticorps. Mais tout ça, ça ne tient pas compte. Et le professeur Joyeux a émis une pétition. J'ai eu un mail hier, ça y est, on a atteint le 1 million de signatures. Donc je pense que Madame Marisol Touraine, elle va commencer à se remuer un petit peu. Parce que maintenant, les gens qui sont contre, eh bien, commencent à compter. Alors elle disait, voilà, la vaccination, ça ne se discute pas. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Il ne faut pas avoir de doute par rapport au vaccin, ce qui n'exclut pas la transparence et la recherche pour toujours améliorer la qualité de nos vaccins. C'est parce qu'on a Sanofi qui est une des plus grosses boîtes qui fabrique des vaccins. Bien. Alors, pour avancer. Alors, qu'appelle-t-on les microbes? Alors ça va être une définition importante parce qu'il y a 3 sortes d'espèces. Alors il y a les bactéries, ça vous dit un peu quelque chose. Les bactéries, il y en a énormément dans la terre, dans l'humus. Plus votre humus est sain et plus vous avez de bonnes bactéries dans votre terre. Ensuite, il y a les champignons. Alors on va plutôt les appeler les mycéliums. Parce que quand on parle de champignons, on voit le champignon de Paris, alors que ce n'est pas toujours comme ça, les champignons. Hein.
les champignons, les lichens, les moisissures, les levures, plus d'1,5 million d'espèces. Oui. Alors après, il y a les fameux virus. Alors les virus, le problème du virus, c'est que les virus sont 1000 fois plus petits que les bactéries. Les bactéries, vous pouvez les voir au microscope optique, mais pas les virus. Alors souvent, la médecine a tendance, lorsqu'il y a une maladie qu'on n'arrive pas à expliquer, ben, dans un premier temps, on vous dit bah, c'est sûrement un virus. Alors les virus dont parle la médecine officielle, ben, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les a fabriqués. Est-ce qu'ils ont été fabriqués pour nous embêter? Donc on va répondre à cette question tout à l'heure, parce qu'ils viennent de quelque part. Et puis il y a ensuite les fameux microzymas de Béchamp, qui sont aussi les colibacilles de Tissot. Alors voilà deux chercheurs extrêmement importants. Professeur Béchamp, qui a d'abord enseigné à Strasbourg, à l'école de pharmacie, et ensuite il a été professeur de médecine à Montpellier. Et à Montpellier, il a fait des travaux extraordinaires qu'il a publiés dans ce bouquin, qu'on a du mal à trouver d'ailleurs. Mais je l'ai sur PDF, donc je peux vous le mettre sur une clé USB si vous le souhaitez. Quant à Tissot, voilà son bouquin, 1946, des travaux extraordinaires où il vous explique plein d'épidémies qui sont très faciles à expliquer. Mais évidemment, la médecine officielle ne veut rien entendre, ni de Béchamp, ni de Tissot. Béchamp était médecin à l'époque de Pasteur, et il se trouve que l'histoire a retenu Pasteur. Alors que sur Pasteur, on raconte maintenant plein de choses pas très jolies. Il y a eu des thèses qui ont été faites sur Pasteur, et Pasteur apparaît de plus en plus un peu comme un margoulin. Mais il faut se remettre à l'époque, 1860, il y a eu une guerre en 1870, donc il y avait une grosse bagarre entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne avait son héros au niveau des microbes, c'était Koch, Bacille de Koch. Il fallait un héros du côté français, ben c'est tombé sur Pasteur, et puis évidemment on a honoré, il y a des rues Pasteur dans presque toutes les villes. Et il se trouve qu'il y a une rue Béchamp à Oswald, ville dont j'ai été maire à un moment donné. Bon, là, on va passer. Alors, voilà la chose extrêmement importante, la grande différence entre Béchamp et Pasteur, Béchamp et Tissot et Pasteur, et chose que ne reconnaît toujours pas la médecine officielle. La médecine officielle, ça l'arrange bien, le raisonnement et l'interprétation de Pasteur. Dans chaque maladie, il y a un microbe responsable, il suffit de l'isoler, l'identifier, l'exterminer, et le malade est guéri. Ben non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et alors là, le premier gros problème, c'est que les microbes et les virus peuvent changer de forme. Alors ça, c'est assez phénoménal, et Tissot le démontre parfaitement. Il a bossé plus de 30 ans sur toutes ces choses-là. Et donc, dans certaines conditions, des mycéliums peuvent se transformer en virus. Bon, ça, on ne le voit pas bien, puisque, comme je vous ai dit, c'est très petit, donc on ne peut pas les déceler. Ça peut aussi, un mycélium, se transformer en bactérie. Et tout ça, c'est réciproque, et on peut passer par les microzymas pour faire ces transformations. Donc, la matière vivante existe sous plusieurs formes. Et donc, ça conduit à beaucoup d'erreurs d'interprétation lorsque la médecine ne veut pas reconnaître ce principe. Et alors, en passant, je voudrais dire beaucoup de bien de l'idée géniale du professeur Vincent, que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé à une certaine époque. J'ai réussi à introduire sa technique de dépistage précoce dans le service des cancers du sein à Strasbourg en 1977. Et alors l'idée qu'il a eue, c'est de repérer les variations
mycélium, virus, bactéries, en mesurant le potentiel et le pH. Alors ça, il fallait avoir l'idée. Il a eu cette idée. Et c'est relativement génial. C'est-à-dire qu'en fonction, voilà, j'ai la même chose, potentiel, pH, mycélium, virus, bactéries. Donc vous avez les milieux acides, basiques, et ici les milieux que l'on dit réducteurs ou oxydants. Eh bien, lorsque l'une de ces bactéries, par exemple, on va la retrouver ou on va la forcer à se mettre en milieu acide et oxydant, elle va se retrouver dans cette zone, et bien elle se transformera en mycélium. Donc c'est tout bête. Un mycélium, même chose, il pourra se transformer et donner une bactérie. Une bactérie, si on l'embête et si on essaie de l'exterminer, elle peut très bien donner et aller se planquer sous forme de virus quelque part. Herpès, par exemple. Voilà un bon exemple de virus baladeur qui va se planquer quand on lui rend la vie difficile et puis revient à un certain moment. Donc bravo à Vincent. Alors, passons en revue les causes des anciennes épidémies. Autrefois, imaginons par exemple au Moyen-Âge. Eh bien, le grand problème, c'était la malnutrition. Souvent, des problèmes de conservation, conservation des aliments, des problèmes de carence, il y avait des famines, vous vous rappelez de tout ça. Il y avait une très mauvaise hygiène, l'habitat souvent insalubre, humide, le manque d'eau potable et l'absence de collecte des eaux usées, tout ça, ça favorise évidemment la propagation des maladies. Les guerres, les conflits de territoire, tout ça, ça entraîne aussi la peur, et beaucoup de régimes jouent avec la peur. Et puis il y a aussi, alors ça c'est Vincent qui l'avait trouvé, les phases de forte activité solaire, ça a tendance à favoriser aussi l'apparition et le développement des épidémies. Alors quand on regarde ça, essayez d'imaginer maintenant ce qu'on a vu à la télé quand on nous a montré les villages où il y avait la fièvre Ebola. Ben, c'est exactement encore ça. Et alors on leur dit à ces gens-là, ben écoutez, on va vous inventer un vaccin, il faudra nous l'acheter, évidemment, et continuer à vivre dans votre saleté. Alors avec ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Les principales causes des maladies modernes. Alors là, on va avoir une liste beaucoup plus longue, et puis avec des causes beaucoup plus, comment dire, perverses. Les drogues. Alors, y compris certains médicaments. Alors ça, on commence à le dire aussi. Hein. Vous vous rendez compte que certains journalistes, maintenant, ont le courage d'attaquer un petit peu l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, comme ils l'appellent. J'ai vu Irène Frachon, vendredi dernier, chez Bourdin. Cette femme est extraordinaire. C'est ce médecin pneumologue qui a accusé le Mediator d'avoir fait à peu près 3000 victimes en France. Et évidemment, il y en a d'autres ailleurs. Cette Irène Frachon est extraordinaire. Et puis, elle n'a pas du tout peur de taper dans la fourmilière. Elle dit « J'ai la chance d'être soutenue par les médias, et c'est vrai que ça la protège. Et au niveau carrière, elle s'en fiche si elle n'a pas de promotion, parce que ça va lui arriver. On va l'embêter avec ces choses-là. Tentative d'extermination des méchants microbes. Alors je l'ai mis dans cette couleur-là, parce qu'on va essayer d'en parler ce soir. Les excès d'antibiotiques et de médicaments, ça on commence à beaucoup en parler. Vous savez qu'en France, on utilise beaucoup trop les antibiotiques. Alors que se passe-t-il? Eh bien les petites bêtes, elles s'adaptent. Elles ne sont pas bêtes. On essaie de les embêter, eh bien, elles vont s'adapter pour résister. Et alors, on va faire quoi? Il paraît qu'on a des tuberculoses maintenant de plus en plus résistantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tissot nous dit ce qu'il faut faire. Donc, rassurez-vous. Les pollutions chimiques. Alors ça, c'est une horreur. Comme en plus, je suis chimiste, c'est une horreur. Et j'ai vraiment très, très peur pour mes petits-enfants. Parce que mes petits-enfants sont nés déjà dans le corps, notamment de ma fille,
sait qu'aujourd'hui, une maman, pendant la grossesse, est déjà polluée, est déjà imbibée d'un certain nombre de molécules chimiques. À la naissance, évidemment, l'enfant va profiter de tout ça. Et quand l'enfant va être allaité, comme beaucoup de pesticides sont solubles dans les graisses, eh bien, ils en auront encore une petite dose dans le lait maternel. Donc ça, c'est vraiment l'horreur. Et alors, ce que dit aussi le professeur Bellepomme, vous connaissez peut-être le nom, c'est un cancérologue français très connu, proche de la retraite, donc il ose parler maintenant. Alors, lui dit que de voir de plus en plus d'enfants et de jeunes enfants atteints de cancer, c'est un signal d'alarme terrible. Alors, qui va l'écouter, ce signal d'alarme? J'espère que ça bougera. Les métaux lourds aussi, c'est pareil. Les métaux lourds, ils en mettent dans les vaccins. On a parlé de l'aluminium tout à l'heure. Et l'aluminium est un petit peu suspecté d'aller se fixer dans le cerveau. Mais il n'y a pas que l'aluminium. Alors ensuite, les pollutions électromagnétiques. Alors ça aussi, on en parle de plus en plus. Il y a des gens qui sont dits maintenant électrosensibles et qui souffrent horriblement de tous ces rayonnements. Et les rayonnements, on en rajoute tous les jours. On en rajoute avec les téléphones portables, avec la Wi-Fi, avec, je ne sais même plus tous les noms, avec la 4G, c'est de plus en plus... Alors, le compteur Linky, voilà, que l'EDF essaye absolument de vous installer chez vous. Alors, il y a de plus en plus de textes aussi qui paraissent maintenant, que c'est une horreur, parce que non seulement l'information qu'EDF vient récolter chez vous sur vos habitudes de consommation, eh bien, ça transite aussi par des voies, des ondes. Les vaccinations multiples, alors ça, on va essayer d'en parler encore un peu plus. L'hygiène excessive, il paraît que c'est pas bon non plus. Donc il faut laisser les enfants marcher un peu dans la terre, dans la boue, et puis mettre leurs mains à la bouche. Tout ça, ça permet la maturation du système immunitaire. Le stress oxydant, ça on en parle aussi, mais bon, on n'a pas le temps de développer ça, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Les mauvaises postures, la sédentarité, on vient d'en parler, savamment. La mauvaise alimentation, alors quand on pense que maintenant tous les plats pré-cuisinés par exemple, moi je ne supporte plus, j'arrive plus à les digérer. Ils me rendent malade à chaque fois que, et comme je suis seul, par paresse, j'aime bien, ben, ça passe plus. Donc je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est vraiment une horreur. Les peurs, les aspects psychologiques, et puis il y a sans doute d'autres causes encore, mais vous voyez que dans notre civilisation moderne, on n'est pas gâté. Alors on va essayer de s'intéresser maintenant un peu plus aux vaccinations. Alors la lutte contre les microbes, alors voyons, est-ce qu'on va parler de tout ça? Oui, donc depuis Pasteur, donc on a peur, tout le monde a peur des microbes. Et puis dans notre esprit, les microbes c'est quelque chose de malsain et qui a été créé pour nous nuire, forcément pour nous nuire. Ce qui est complètement faux. Donc ces interprétations, et puis qui à l'époque de Pasteur c'est à l'époque de Pasteur que l'industrie pharmaceutique a commencé à naître. Alors eux, ils ont tout de suite accouru. Pasteur disant que les virus et les microbes sont responsables, l'industrie pharmaceutique, on va vous apporter les drogues et les produits chimiques qu'il faut pour les exterminer. Donc pour eux, c'était tout bénéf. Donc hystérie autour des microbes, et puis on dit qu'ils attaquent, qu'ils envahissent, qu'il faut les combattre, qu'il faut éradiquer. Alors essayez d'abandonner cette vision des choses-là. Parce que, je vais le dire un peu plus loin, nous avons été fabriqués par des microbes. Vous savez que la science s'intéresse beaucoup au kilo de microbes qu'on a dans notre côlon. Et puis, on va découvrir beaucoup de choses. Allez, on va passer tout ça. Alors, aussi raffinés et subtils que soient nos armes, nous ne réussirons pas à exterminer les microbes, parce qu'ils ont 3 propriétés phénoménales. Un pouvoir de multiplication extrêmement rapide,
une souplesse d'adaptation grâce à leur polymorphisme, c'est-à-dire le fait de changer de forme en fonction du milieu dans lequel ils sont. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et ils ont tous une spécialisation chimique, c'est-à-dire qu'ils savent faire des transformations chimiques et chaque espèce de microbe sait faire un certain type de transformation chimique. Alors, les dogmes pasteuriens, on va passer très vite parce que c'est de la bêtise. Le dogme de la panspermie atmosphérique. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, tous les mauvais microbes, eh bien, ils viennent de l'atmosphère. Voilà. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les a créés, mais ils sont là, ils nous assiègent et ils veulent absolument nous faire du mal. Donc, grosse erreur, les germes proviennent toujours d'un organisme vivant, animal ou végétal. Donc, ce que lui appelle les microbes dangereux, eh bien, ce sont des organismes vivants qui libèrent ou qui fabriquent ces microbes. Le dogme de l'asepsie des êtres vivants. Grosse erreur. Quelqu'un en bonne santé, eh bien, en principe, il n'a pas aucun microbe dans son organisme. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules, que de propres cellules. Donc on vit en communauté avec les microbes. Ça, c'est une idée à retenir aussi. Et on a tout intérêt, je vais me répéter, on a tout intérêt à respecter les microbes que nous avons en nous. Donc la matière vivante est de nature essentiellement bactérienne. Le dogme du monomorphisme, donc d'après Pasteur, chaque microbe a une tête particulière et puis il est responsable de maladies. Eh bien non, les éléments bactériens peuvent prendre différentes formes, c'est ce qu'on appelait le polymorphisme, ou d'autres appellent ça le pléomorphisme. Le dogme de la contagion de malades à individus sains. Alors ça, d'après Tissot, il paraît que ça ne marche pas terrible, c'est pas comme ça que ça se passe. En principe, c'est par dénaturation de certains aliments que virus et bactéries sont ensuite, se baladent ensuite, si vous voulez, dans la nature, et c'est là qu'on va les ramasser. Alors, M. Koch, dont je vous parlais à l'instant, donc ce chercheur allemand de la même époque que Pasteur, eh bien lui, il avait des postulats qui étaient un petit peu plus malins, osons dire un petit peu plus intelligents peut-être. Alors lui dit que pour prouver qu'un microbe est la cause d'une maladie, il faut 3 choses. Chez le patient qui est malade, eh bien, il faut qu'on trouve le microbe en abondance, puisqu'il est responsable, il cause la maladie. Donc quelqu'un de malade, on doit en trouver beaucoup. Ce microbe, on doit pouvoir l'identifier, le cultiver au laboratoire, et puis le microbe pur, si on l'inocule à un autre patient, ben, logiquement, il doit provoquer la même maladie. Eh bien, si on applique ces 3 postulats à toutes les épidémies qu'on connaît, eh bien, on se rend compte que finalement, aucun microbe n'est la cause de ces maladies. Ils ne répondent pas à ces 3 critères. Je trouve que c'est pas mal d'avoir inventé ça. Merci, M. Koch. Il nous simplifie un peu le travail. Alors, les conséquences de la germophobie, on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Bon, je parle un peu des 3 obligations, la DT polio. Je préférerais qu'on les passe en revue rapidement. Alors voilà, les microbes, ils sont méchants, il faut les exterminer. Donc d'après Georges Bernard Shaw, vous voyez, la science et la nouvelle religion et le désinfectant sont eau bénite. Donc n'écoutez plus les pubs à la télé qui vous disent tel produit détruit à 99,9, ils n'osent quand même pas dire 100%, mais à 99,9% les microbes. Chez vous, il n'y a pas vraiment de microbes dangereux. Même dans les toilettes, ne vous affolez pas. Il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu.
Alors, les multinationales, on va passer, parce que c'est une horreur. Alors, les animaux élevés en batterie. Vous avez peut-être observé qu'en général, le virus de la grippe, il naît justement dans des élevages concentrationnaires, comme je dis, industriels. Alors, c'est soit des poulets, soit des porcs. Là, on a eu les canards, là, en France, il y a quelques mois. Mais c'est à cause de cet élevage concentrationnaire, parce que quand vous mettez des centaines de poulets ensemble, je ne parlerai pas de milliers, et on va refaire la même bêtise avec les fermes des 1000 vaches. Grosse erreur, parce qu'en mettant plein d'individus les uns sur les autres comme ça, eh bien, ils vont être malades beaucoup plus facilement. Et alors, pour éviter qu'ils soient malades, on met plein de saletés dans l'alimentation pour, en principe, éviter de mettre des antibiotiques, etc. Tant qu'il y a des résidus d'antibiotiques, quand vous mangez de ces poulets, vous avalez des antibiotiques qui ne vont pas vous faire de bien. Alors, vous avez pour la grippe, là, vous voyez les différents types de virus. Alors, on parlera tout à l'heure de la grippe espagnole de 1918, parce qu'il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites aux États-Unis et qui ont montré que les malades dont on dit qu'ils sont morts de la grippe, c'est tout à fait faux. Ils sont morts d'une infection bactérienne pulmonaire. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a une cause. Alors ça, c'était dans le Marianne, février 2007. Alors regardez, on commence à parler. Il semblerait que l'élevage intensif là, des porcs aurait favorisé le développement d'un sida du porc. C'est pas impossible, mais on n'en parle plus. Il ne faut surtout pas en reparler. Donc je ne sais pas où ça en est. Là, la fièvre afteuse ne serait pas si contagieuse que ça. Ça, c'est sûrement... Et ça, passons. Alors là, j'ai repris un schéma que j'ai fait pour raconter la longue histoire des microbes. Parce que les microbes sont apparus sur Terre il y a à peu près, donc ça c'est en millions d'années, 3000 millions, donc 3 milliards. La Terre est née à peu près à 4 milliards et demi. À 3 milliards et demi, il y a les premières cellules qui sont apparues. Et puis ces bactéries se sont développées. À un moment donné, pour se nourrir plus facilement, elles ont inventé la photosynthèse. Le drame de la photosynthèse, c'est que ça a libéré de l'oxygène. Alors je vais encore vous choquer, mais l'oxygène est un poison. On ose le dire maintenant quand on parle des effets oxydants. L'oxygène, il ne faut pas qu'il y en ait plus que 20% dans l'atmosphère. Et il semblerait que ce soit des bactéries dans l'humus et dans le phytoplancton des océans. Toutes ces petites bêtes-là, depuis 3 milliards d'années, elles ont appris à communiquer entre elles et elles surveillent la concentration d'oxygène dans l'atmosphère pour que ça ne dépasse pas les 20%, sinon ça met leur survie en cause. Intéressant, hein? Elles ne sont pas bêtes, les petites bêtes. Donc voilà, il y a 3 milliards et demi d'années, on a eu apparition de ces choses-là. Alors on se bat encore pour savoir est-ce que ça a été créé dans la soupe primitive, est-ce que c'est arrivé par des astéroïdes, voilà. Peu importe, ils sont apparus il y a 3 milliards d'années et ils ont bossé la chimie, etc. Et ils se sont associés. Je vous ai dit qu'ils savaient faire des réactions chimiques. Eh bien, ils se sont associés. Tiens, toi, tu sais faire ça, eh bien, viens avec moi. Toi, tu sais faire ça. Et ils ont construit des organismes de plus en plus complexes, comme ça, par agrégation, par symbiose. Donc, nous sommes le résultat des bactéries. Donc, nous vivons chez les bactéries. Donc, elles méritent un peu de respect quand même. Les microbes et nous, oui, ça j'ai dit. Donc les bactéries terrestres et les phytoplanctons, donc elles se débrouillent pour stabiliser la composition de l'atmosphère, pas plus de 20% d'oxygène.
et aussi de réguler la température moyenne du globe. Parce que s'il fait trop chaud, leur survie est en jeu aussi. S'il fait trop froid, c'est pas génial non plus. Eh bien, ces petites bêtes, en jouant sur des fermentations qui libèrent des gaz et en jouant sur l'effet de serre, eh bien, s'amusent à réguler aussi la température du globe. Alors, ce qui me fait rire un peu, c'est que l'homme fait un peu l'imbécile, paraît-il, on dégage un peu trop de CO2, mais si on en dégage vraiment trop, et si ça ne plaît pas aux petites bêtes, elles sauront réagir. C'est mon hypothèse. Alors, les microbénous, on a dit tout ça. Passons. Alors, les vaccins ont-ils fait disparaître les épidémies? Ça, c'est le premier argument qu'utilise la médecine officielle. S'il n'y avait pas eu les vaccins, eh bien, elles n'auraient pas disparu. Alors, j'ai mis ce petit logo là. Vous le connaissez, hein? Voilà. Ça, c'est... Chaque fois que vous mentez, vous avez le nez qui... Vous verrez, à la fin de l'exposé, il va être pas mal. Hein. Donc, on a raconté beaucoup d'histoires, beaucoup d'âneries. On va essayer de les passer rapidement. Jusqu'à quelle heure vous me donnez là? Oh non. Vous tiendrez, vous resterez attentif jusqu'à quelle heure? Bon, on verra. Alors, voilà déjà une courbe avec les cas de tuberculose en France. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis 1890, eh bien, cette courbe diminue. Donc les cas de tuberculose disparaissent, s'éteignent. Ici, c'était chaque fois qu'il y avait la guerre, en 14-18, 39-40. Donc là, il y avait évidemment une petite augmentation à chaque fois. Et c'est ici qu'on a obligé la vaccination BCG. C'est qu'il n'a rien changé à la décroissance de la tuberculose. Donc, si vous voulez, en principe, n'importe quelle épidémie, je vous ai dessiné une courbe là tout à l'heure, en principe, une épidémie, le nombre de cas augmente de façon relativement rapide, et puis, toute seule, diminue. Qu'il y ait ou non vaccination. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est comme ça. Alors regardez la mortalité par tuberculose pulmonaire en Angleterre. Eh bien, même chose, ça décroît, normalement, avec un petit excès au moment des guerres. Et puis c'est ici qu'on a commencé à vacciner. Ah, ça servait à quelque chose. Les facteurs qui déclenchent la tuberculose. Alors voilà une éminente généticienne de l'Institut Pasteur. C'est un article du 1er avril 2008. Alors qui nous sort les sornettes habituelles. Voilà. La tuberculose, il s'agit du Mycobacterium tuberculosis, le bacille responsable de la tuberculose. Il n'est absolument pas responsable. Il se trouve que votre terrain, avec les conditions de vie qu'on a vues tout à l'heure, est suffisamment déséquilibré pour que l'un des constituants au niveau du poumon se transforme en bacille de la tuberculose. Alors voilà, il y a des porteurs sains non contagieux, alors ça c'est bizarre. Il s'agit fréquemment de populations marginalisées qui sont touchées par la tuberculose, mais c'est logique, parce que c'est la maladie vraiment de la pauvreté et de la marginalité. L'appareil, voilà. Ensuite, la deuxième partie, qu'est-ce qu'il y a? Un vaccin permettrait de venir durablement à bout de la tuberculose. Alors ça, c'est une bêtise, parce qu'un vaccin ne pourra jamais permettre à des gens marginaux de vivre dans de meilleures conditions. C'est pas par un vaccin qu'on va faire ça. Et puis là aussi, tu vois, c'est dans des régions les plus défavorisées. Alors, en Afrique, on en trouve beaucoup, dans plein de pays. Donc, maladie de la pauvreté, de la misère. Alors ça, c'était la tuberculose au Danemark, ici. Donc, même chose, vous voyez, décroissance. Le BCG, on démarre à le faire ici.
Et puis la décroissance, elle est un peu moins rapide, et puis ça continue à décroître. S'il n'y avait pas eu de BCG, ça aurait été exactement la même chose. Ici, c'est en Norvège. Voilà, cette décroissance. Le BCG commence à se faire. Il devient obligatoire ici. Et alors, dans les ouvrages médicaux officiels, il n'y a que ce rectangle qu'on publie. Et puis on dit, vous voyez, c'est grâce au BCG que ça a commencé à diminuer. Et c'est grâce au BCG obligatoire que... Ben non, avant déjà, ça diminuait. Alors, ça, c'est la diphtérie. Excellent travail sur la diphtérie de Tissot. Alors, voilà, vaccination facultative ici, et puis vaccination devient obligatoire. Regardez, hop, et ça grimpe. Et après, ben, ça continue à redescendre. On n'aurait plus pu, sans vaccination, éviter ce pic qui est arrivé ici. Alors ça, c'est la coqueluche en Allemagne. Coqueluche en Allemagne, eh ben, ça décroît. Et puis, malgré les vaccinations, ça ne décroît pas plus vite. Et même s'il n'y avait pas eu de vaccination, d'ailleurs, les Allemands sont beaucoup plus critiques sur l'efficacité des vaccins, et les États-Unis aussi. Ça, c'est la coqueluche. Vous voyez, on retrouve toujours ça, cette courbe en cloche qui diminue. Et puis là, tout à coup, on se dit, bah, tiens, on va vacciner. Et puis on va publier la courbe, la courbe ici au bout, pour dire que c'était efficace. Alors ça, c'est encore la mortalité par coqueluche en Grande-Bretagne. Enfin bref, vous avez compris le principe. Ça, c'est la poliomyélite en France. Alors, même chose. Ici, en 1956, le vaccin obtient le PISA et commence à se répandre. Alors, regardez l'effet. Grâce au vaccin, eh bien, on multiplie presque par 4 le cas de polio en France. Merci. Et puis après, ça redescend. Et puis, même chose, on oublie de publier la première partie de la courbe et on ne montre que la suite. Mais l'obligation vaccinale n'est arrivée qu'ici. Voilà. Alors, ça, c'est aux États-Unis. Pas de vaccination contre la scarlatine aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Elle disparaît quand même. Hein. Ici, la diphtérie en République dominicaine. On a commencé à vacciner ici. Ça, c'est l'incidence de la tuberculose sans vaccination aux USA. Ça a diminué. Incidence de la coqueluche en Angleterre et Pays de Galles. Ça a diminué. Et puis on a commencé à vacciner ici. Alors voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais toutes ces courbes-là, vous les trouvez sur Internet. Hein. Internet est un outil quand même assez extraordinaire. Alors là, juste un petit exemple de bricolage sur les statistiques. Alors par exemple, à Bonn, en 1871, il y a eu 116 varioleux, dont 112 vaccinés et 4 non vaccinés. Sur les 4 non vaccinés, il y en a 2 qui sont morts. Donc on a dit, comme c'est 2 sur 4, et bien voilà, 50% des non vaccinés sont morts. Et chez les vaccinés, eh bien, il y en a eu 13 sur les 112, ça ne fait que 12%. Donc voilà le genre de bricolage qu'ils sont capables de faire. Donc, je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais de toute façon, je ne suis pas là pour vous convaincre. Hein. Je vous apporte des informations et vous en faites ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Alors, il paraît que les vaccinations, c'est le moyen le plus efficace pour se protéger. C'est ce que disent les grandes entreprises qui les fabriquent. Donc il y a encore Pinocchio, donc il va encore sévir.